Et bonjour à tous et à toutes, ici Drexin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du Coin de Drexin, dédié évidemment à la Coupe du Monde 2026. Ça y est, celle-ci est terminée. À l'heure où je m'enregistre plutôt, ça y est, ça fait 2 jours qu'elle est terminée. Mais comme la plupart des matchs ont eu lieu il y a bien longtemps de ça, hein, vu que la Coupe du Monde a démarré il y a plus d'un mois, eh ben, malgré le fait que quelques matchs soient encore assez récents, je pense qu'on peut faire un bilan bien comme il faut de cette Coupe du Monde, qui aura été mouvementée, avec pas mal de choses dont on va revenir dessus évidemment. Sans plus attendre, allons-y, hein. On va reprendre groupe par groupe. Commençons avec le groupe A, celui de l'un des trois pays hôtes, le Mexique, qui, comme je m'y attendais, a gagné ce groupe et en gagnant ces 3 matchs. En même temps, on sait que l'ambiance des fans mexicains à domicile, ça peut être très très chaud. Donc oui, victoire du Mexique assez tranquille. Et au final, alors que j'attendais peut-être la Tchéquie les titiller un peu, eh ben, ils n'ont marqué qu'un seul point, celui du match nul face à l'Afrique du Sud. Un partout lors de la deuxième journée, et donc ils sont rentrés un peu piteusement chez eux. Et à contrario, c'est l'Afrique du Sud que j'imaginais facile quatrième avant la compétition, qui a fait la surprise en allant s'imposer contre la Corée du Sud lors du dernier match et leur chipper la qualification, qu'il faut bien le dire, hein, tendait les bras aux Coréens. S'ils laissaient le match nul, ils seraient qualifiés, je pense. Voilà, une surprise, enfin, une surprise d'Afrique du Sud, sinon le Mexique premier, on s'y attendait. Corée du Sud, je les aurais mis troisième. C'est vraiment Tchéquie et Afrique du Sud qui échangent en place. Et ça, c'était pas vraiment attendu. Ensuite, le groupe B, celui du deuxième pays hôte, le Canada. Et là, pour le coup, vraiment zéro surprise. C'est concrètement ce que j'imaginais avant la compétition. La Suisse qui gagne le groupe, le Canada qui passe deuxième, et la Bosnie qui profite du fait que le Qatar soit dans leur groupe pour se qualifier en tant que meilleur troisième. Et bah c'est ce qui s'est passé. J'aurais imaginé le Canada avec allez, un petit point de plus. Je les aurais bien imaginé faire match nul face à la Suisse lors du dernier match. Mais comme la Suisse s'est fait surprendre par le Qatar lors du premier match, et bah, ils ont dû gagner leurs deux suivants pour s'assurer la première place. Et donc au détriment du Canada, malheureusement pour eux. Mais voilà, sinon concrètement le Qatar, ils sont qualifiés, mais c'est bien tout ce qu'on attendait d'eux dans le groupe, c'était de finir dernier. Ensuite, le groupe C, pas de pays hôte cette fois, mais un très beau groupe sur le papier. Brésil, Maroc, Écosse, Haïti. Alors honnêtement, je les imaginais dans cet ordre-là, même si le Maroc qui finissait devant le Brésil, ça ne m'aurait pas choqué non plus. Non, ce qui m'a surpris dans ce groupe, c'est bah, au final que l'Écosse, bon évidemment ils ont gagné contre Haïti, mais seulement 1-0. Et derrière, bah voilà, deux défaites face au Maroc et au Brésil. Et 3 points, ce n'était pas assez pour faire partie du meilleur troisième. Je les imaginais bien faire 4 points en accrochant soit le Brésil, soit le Maroc. Donc du coup que la première place serait décidée là. Parce que j'étais vraiment persuadé que soit le Maroc, soit le Brésil... Enfin que le Maroc pouvait battre le Brésil. Mais j'avais vraiment des doutes sur le fait que le Brésil batte le Maroc. Surtout en premier match. Et c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, la différence de but, on a vu le Maroc euh,
qui a encaissé 2 buts face à Haïti, dont un superbe de Wilson Isidore. Peut-être mon but préféré de la Coupe du Monde. Mais voilà. Brésil-Maroc, ça passe. C'est surtout l'Écosse qui m'a plutôt déçu par rapport à ce que j'attendais d'eux. Même si on savait que c'était pas non plus une très très grande attaque. Hein, la preuve, seulement un but marqué en 3 matchs. Et encore, c'était face à Haïti. Ils sont complètement écroulés lors du troisième face au Brésil où ils en ont cassé 3 et des grosses erreurs défensives. Mais ouais. Haïti, bon, vu l'état du groupe, qui finissent avec 0 points, c'était clairement pas une surprise. Ils ont un peu sauvé l'honneur en marquant 2 buts, mais voilà, c'est bien tout. Ensuite, le groupe D, le troisième pays hôte, qui s'est imposé. Alors là, c'est peut-être la plus grosse surprise de cette phase de groupe. C'est la Turquie que j'imagine bien gagner ce groupe, qui, encore une fois, dans un grand rendez-vous international, déçoit ou choke, comme vous voulez. Défaite d'entrée face à l'Australie, qui avait... Enfin, je sais même pas si j'ai vu un match de l'Australie au final de cette Coupe du Monde. Mais de ce que j'ai lu, vu, compris, c'était clairement pas des foudres de guerre. Et le Paraguay, dont on parlera plus tard, mais qui voilà, passe grâce à une victoire face à la Turquie et ensuite un match nul qui arrangeait bien et Australiens et Paraguayens. Et les États-Unis qui, malgré leur défaite lors du dernier match face à la Turquie, qui s'est imposé, qui a étrillé le Paraguay et qui ensuite a disposé de l'Australie assez tranquillement pour au final remporter leur groupe. Que le Mexique gagne son groupe, c'était clairement attendu. Que les États-Unis et le Canada se qualifient, c'était attendu aussi, mais je m'attendais pas à ce que les États-Unis gagnent leur groupe. Et aussi, je m'attendais à ce que l'Australie fasse dernière du groupe. Donc, ouais. Petite surprise ici. Ensuite, groupe E. Donc, celui-ci, c'était aussi un beau groupe. Hein. Allemagne, Côte d'Ivoire, Équateur, Curaçao. Euh, un- Alors, la Côte d'Ivoire, on les avait vus en match de préparation face à la France, notamment, que offensivement, y avait de quoi faire. Mais au final, ils se sont un peu cassés les dents contre l'Équateur du premier match. Ils ont fini par remporter 1-0 à la 90e. Sur un but à la 90e. Et l'Allemagne qui aura cartonné Curaçao 7-1. Qui rappellera un score qui rappellera de bons souvenirs aux Brésiliens. Et ensuite, la Côte d'Ivoire qui a sérieusement challengé l'Allemagne, qui s'en est sorti grâce à Denis Undav. Un peu miraculeusement, hein, je trouvais vraiment que la Côte d'Ivoire s'était mal payée sur ce match. Et la grosse surprise de ce groupe, c'est l'Équateur qui n'aura pas su euh, battre Curaçao. Donc ça, j'avoue que c'était vraiment surprenant. Sachant qu'en plus, tu regardes s'ils avaient gagné ce match, allez, même pas par un score fleuve, hein, mais juste 1-0, on aurait eu une triangulaire à 6 points. Hein. Parce que l'Équateur est allé s'imposer face à l'Allemagne, bon, déjà qualifié, lors du dernier match. Donc ouais, Équateur, bon, au final, ils se sont quand même qualifiés. Mais petite surprise pour Curaçao, qui aura marqué l'histoire. Ils n'ont pas fini la dernière équipe de ce mondial. Et, euh, et l'Équateur, qui était vraiment coffre-fort, j'ai fait remarquer à des amis, si tu prends l'attaque de la Côte d'Ivoire et la défense de l'Équateur, et ben franchement, ça allait en quart de finale bien comme il faut de la Coupe du Monde. Hein. Ensuite, groupe F, un groupe bien sympathique aussi, avec beaucoup de buts. Les Pays-Bas ont battu, enfin, ont commencé par faire match nul face au Japon de partout, mais ensuite ont cartonné la Suède 5-1 et disposé la Tunisie
3-1. Tunisie qui fait 0 points et qui finit en 2-12. Sabri Lamouchi, le sectionneur, viré après le premier match où ils en prennent 5 eux aussi par la Suède. Derrière, face au Japon et aux Pays-Bas, bah, Hervé Renard, il n'a pas trop eu le temps de mettre en place des choses. Ils sont allés peut-être un peu plus au courage, mais bon, ça n'a pas suffi. Mais l'ordre est respecté, c'est globalement comme ça que je le voyais avant le début de la compétition. Même si le Japon qui battait les Pays-Bas, on l'a vu, c'est pas passé à grand chose. Mais la Suède, miraculée de se retrouver à la Coupe du Monde, bien troisième, eux, ils se sont largement contentés. Ensuite, le groupe G de nos amis belges qui se sont fait très peur. Match d'ouverture, un partout entre Belgique et Égypte, ok. Mais 0-0 face à l'Iran, 2 points en 2 journées. Il fallait impérativement s'imposer face à la Nouvelle-Zélande qui, ils ont fait des matchs spectaculaires, mais c'est bien tout ce qu'il leur a laissé parce que voilà, dernier match, Belgique qui s'impose par 4 buts d'écart et qui arrache cette première place à l'Égypte qui n'aura pas su battre l'Iran. Belgique qui finit premier de groupe mais avec le moins de points possible. Hein, on regarde tout à l'heure la Côte d'Ivoire et l'Allemagne qui ont fini premier et deuxième dans le groupe avec 6 points. Là, c'est Belgique et Égypte qui finissent premier et deuxième avec 5 points. On sait que dans cette formule avec les meilleurs troisièmes, si tu fais 4 points, normalement, t'es qualifié. Mais voilà, 2, 2 à 5, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de domination. Et l'Iran qui s'est imposé. Non, pardon. 3 matchs nuls. Bon, voilà, c'est l'une des 2 équipes à avoir quitté la Coupe du Monde invaincue. Sauf si on prend en compte en 90 minutes. Là, il y en a probablement plus. Mais voilà. Sortir la Coupe du Monde avec 3 matchs nuls, c'est ce que la Nouvelle-Zélande avait fait en 2010, il me semble, dans le groupe de l'Italie. Voilà, et la Nouvelle-Zélande, t'auras beau marquer un but de plus que l'Iran et seulement un de moins que l'Égypte, quand t'en prends 10, tu mérites pas grand-chose de plus qu'une quatrième place. Ensuite, le groupe H, celui de l'Espagne, qui s'est fait un peu peur en faisant match nul face au Cap-Vert en ouverture, un bon 0-0 bien nul comme il faut. Mais ils se sont rattrapés ensuite en dominant l'Arabie Saoudite 4-0. Et ensuite, disposé de l'Uruguay 1-0 avec un but sur une boulette de Muslera et vraiment juste ce qu'il fallait. Cet Uruguay qui a été bien décevant, vu qu'ils n'ont pas su battre ni l'Arabie Saoudite ni le Cap-Vert. Et c'est bien le Cap-Vert avec eux aussi 3 matchs nuls, mais dont un contre l'Espagne, qui se qualifie historiquement pour un 16e de finale. Le premier 16e de finale de leur histoire. En même temps, c'était le premier 16e de finale de l'histoire de beaucoup d'équipes. Et ouais, l'Uruguay, la méthode Bielsa n'aura pas fonctionné sur cette sélection uruguayenne qui voit définitivement la page de sa génération dorée se terminer. Leur retour au premier plan depuis 2010, ça n'aura pas fait mieux qu'une demi-finale, justement en 2010, emmené par Diego Forlan. Les Suarez, Cavani, là ça n'a pas suffi. Les Muslera, là Fede Valverde, bon, ils sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde 2030 parce qu'ils vont accueillir un match l'Uruguay, mais faudra faire mieux que ça. Enfin, l'Arabie Saoudite, bon, pas grand chose à en dire. J'ai dû regarder leur match où ils se font désosser par l'Espagne et puis c'est tout quoi. Rideau. Ensuite, le groupe I.
celui de la France évidemment, mais un groupe qui a plusieurs particularités, car c'est le seul à s'être fini en 9-6-3-0. Donc vraiment la hiérarchie a été positionnée dans ce groupe. Et aussi celui qui aura produit les meilleurs résultats, parce que c'est le seul groupe qui aura emmené 2 pays en quart de finale de la Coupe du Monde. Alors que typiquement, il y a certains groupes qui n'ont vu aucun de leurs équipes aller en huitième de finale. Donc ouais, France, bon, on va parler un peu plus longuement sur celui-là. La France, elle a assez mal démarré son mondial. La première mi-temps face au Sénégal, elle était assez inquiétante. Du coup, là, je pensais vraiment que Deschamps, il allait sortir son arme secrète, le troisième milieu. Mais au final, il s'est entêté et bien lui en a pris parce que voilà, un but de Mbappé, un but de Barcola. Et la France est tranquillement dirigée vers un succès, même si elle a encaissé un but qui, je l'avoue, doit plus à la maladresse française qu'au talent de Ibrahim Mbaye. Même si la frappe est belle. Hein. Théo Hernandez se fait complètement bouffer et je pense que Maignan peut mieux faire. Mais ensuite, dans un match qui aurait été tendu face à l'Irak à cause de la météo, la France imposait 3-0 au final, 1-0 à la mi-temps, et dans une qualification qui pouvait se jouer au goal average, sachant que la Norvège avait battu de 3 buts l'Irak lors de la première journée. Il fallait impérativement s'imposer d'au moins 3 buts d'écart. 3-0, le contrat était rempli. Surtout que derrière, la Norvège ne s'impose que d'un but face au Sénégal 3-2. Du coup, avant la dernière journée, le Sénégal doit impérativement gagner pour espérer encore faire partie des meilleurs troisièmes face à l'Irak qui n'a plus rien à jouer. Et derrière, entre France et Norvège, un match nul qualifiait 2 équipes, concrètement. La Norvège ne pouvait plus être rejointe par le Sénégal si match nul il y avait. De toute manière, ils ont même s'ils perdaient, ce qui est arrivé là, 6 points, ils étaient qualifiés et même sûrs d'être top 2. Mais pour prétendre à la première place, il fallait battre les Bleus, ce que la Norvège a décidé de même pas tenter. Hein. Ils ont sorti l'équipe bis. On n'aura pas eu Haaland versus Mbappé. Et donc la France, pour la première fois en Coupe du Monde sous l'ère Deschamps, a fait le 3-3. Avec un magnifique bilan de 10 buts marqués pour 2 encaissés. Encaissés face au Sénégal et Norvège, du coup les 2 pays, nos 2 adversaires les plus coriaces de ce groupe. Et 10 buts marqués en 3 matchs, c'est franchement excellent. Et on reparlera de ces 2 équipes quart de finalistes plus tard. On va passer au groupe J, qui concernait l'Argentine, l'Autriche et l'Algérie. Un groupe assez bizarre. L'Argentine a largement dominé l'Algérie 3-0, puis a dominé l'Autriche 2-0. Les 5 buts de l'Argentine, c'est 5 buts de Messi en 2 matchs. Waouh. L'Autriche et l'Algérie ont battu la Jordanie. Et ensuite, ils se retrouvent pour le tout dernier match de cette phase de groupe. Et en fait, à ce moment-là, on sait que malgré leurs différences de buts respectives de 0 et de -2, si les 2 équipes font match nul, eh bien, elles se qualifieront toutes les deux. L'une, du coup, l'Autriche qui avait la meilleure différence de but en tant que deuxième du groupe, et l'Algérie en tant que troisième.
Et c'est là que c'était bizarre, c'est que bah si l'Autriche gagnait, bah il restait deuxième et bah eux ça leur changeait strictement rien. Mais l'Algérie, ça les éliminait car ils n'auraient eu que 3 points et on sait à ce moment-là que ils faisaient pas partie des meilleurs troisièmes. Et si l'Algérie gagne, ils se qualifiaient et de même ça éliminait l'Autriche. Et du coup, moi quand je vois ça, je me dis c'est le 0-0 le plus évident de l'histoire. Pas du tout. Ils ont fait 3 partout, en allant jusqu'à marquer au 93e et 96e minute de jeu. C'était lunaire. Alors que bon, enfin, fallait pas avoir fait le Polytechnique pour comprendre que match nul, c'était très bien pour les deux équipes. Sachant qu'en plus, être troisième dans ce groupe, c'était encore mieux par rapport au tirage en fonction des équipes qualifiées. On verra ça tout à l'heure, mais enfin, il valait mieux avoir l'adversaire de l'Algérie en 16e que l'adversaire de l'Autriche. Hein, clairement. Puis bon, la Jordanie, voilà. On s'attendait à ce qu'elle fasse rouler par tout le monde sur le groupe. Et ben, ça n'a pas loupé. Avant-dernier groupe, Colombie, Portugal, République démocratique Congo et Ouzbékistan. Ouzbékistan, 3 matchs, 3 défaites, malheureusement. Non, la surprise dans ce groupe, c'est la République démocratique Congo qui fait match nul face au Portugal. Dans le match d'ouverture, c'était assez bizarre. Parce que le Portugal ouvre le score très tôt et on se dit, ah, ça peut faire valise. Pas du tout. Ils ont. Alors qu'ils ouvrent le score à la 6e minute de jeu, ils se sont arrêtés de jouer quasiment jusqu'à la fin du match. Et paf, la République démocratique Congo a égalisé. Et donc, bah, le Portugal a fait un partout. Derrière, ça cartonne l'Ouzbékistan avec notamment un doublé de Ronaldo. Mais face à la Colombie qui avait gagné ses 2 premiers matchs, clac, clac, le coffre-fort à double tour. Euh, le Portugal ne marque pas et voilà. Ils finissent deuxième du groupe. Et du coup, ça nous prive de potentielles retrouvailles avec l'Argentine de Messi en quart de finale. Ce que j'espérais beaucoup. Parce que l'une de ces légendes finisse sa carrière en Coupe du Monde en perdant contre l'autre. En fait, c'est sûr que à part la finale, enfin, de toute façon, ça aurait été un Argentine-Portugal en quart de finale. Ça aurait été top 3 des matchs les plus regardés cette Coupe du Monde. Et puis le Congo, en dominant l'Ouzbékistan, a fini le job et s'est qualifié en tant que meilleur troisième. Et, et le dernier groupe, celui de l'Angleterre, qui nous aura proposé peut-être le meilleur match de cette phase de groupe. Le match d'ouverture de ce groupe Angleterre-Croatie. 4-2, mais avec de l'engagement de tous les côtés, des frappes venues de Tourne Cézou, notamment celui de Baturina, enfin, je crois. Ou alors c'était Moussa, je sais plus. L'un des deux buts croates, il était vraiment waouh. Et là, on se dit, ah ouais, l'Angleterre, ça va être un sacré morceau. Et puis, au final, face au Ghana, 0-0. Et face au Panama, 2-0, mais service strict minimum de l'Angleterre. On le voit, la Croatie font le job en gagnant leurs 2 matchs suivants. Le Ghana, fort de leur match nul face à l'Angleterre, savent qu'ils doivent. Et vu qu'ils ont battu le Panama, bon, ils vont aller chercher à la 95e le but. Mais ils savent qu'avec 4 points, c'est déjà quasiment fait. Bon, ils perdent face à la Croatie, mais voilà, c'est totalement anecdotique. Mais enfin, bon, la Croatie avait besoin de cette victoire pour repasser deuxième. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ce qui fait qu'à l'issue de cette phase de groupe, qui a été notée aussi par la fameuse course aux étoiles, parce que quasiment toutes les stars ont marqué énormément de buts.
On avait quoi? On a eu Messi avec 6 buts à l'issue de la phase de groupe. Mbappé devait en avoir 4 parce qu'il n'a pas marqué face à la Norvège. Dembélé 3. Haaland 4 aussi. Kane 3. Enfin voilà. Vinicius 3, c'était vraiment quelque chose. Donc voilà, meilleur troisième, du coup, on a eu que des équipes avec 4 points. Et il y a juste le Sénégal qui a réussi à se qualifier grâce à leur carton lors du dernier match. Euh, et donc du coup, ce qui a donné ces 16e de finale. Voilà, donc bon, là il y a les résultats. Hein. Le Paraguay qui ouvre le score face à l'Allemagne. L'Allemagne parvient à égaliser euh, de manière. Non, en vrai, je me souviens plus du tout de ce but allemand. Mais voilà, ils égalisent avec Havertz. Et au final, ils arrivent pas à y aller. Et le Paraguay réussit leur coup en allant au tir au but et élimine l'Allemagne en 16e de finale. Un camouflet de plus qui conduira au départ du sélectionneur Julian Nagelsmann, qui sera bientôt remplacé, enfin, bientôt annoncé par Jürgen Klopp. Et ça, j'ai hâte de le voir. La France a dominé la Suède. J'avais un peu peur du potentiel offensif de la Suède. Il n'en a été rien. Les Suédois sont vraiment venus dans ce match pour ne pas perdre. Et une fois que Mbappé a ouvert le score, eh ben, ils ont pas changé de plan de jeu. Donc derrière, ça les a punis. Hop, de plus. Même scénario de but côté français que face au Sénégal. Hein. Mbappé, Barcola, Mbappé. Ensuite, Afrique du Sud-Canada, c'est le Canada qui s'impose avec un but dans le temps additionnel. Bon, le match était vraiment pas ouf, hein, pas se mentir. Pays-Bas-Maroc, c'était un match très disputé, avec le Maroc qui égalise grâce à la Diop, le joueur franco-marocain, dans le temps additionnel. Et au final, ils vont les chercher au tir au but. Ensuite, on a le Portugal-Croatie qui s'est terminé en total thriller parce que c'est quoi le Portugal qui reprend l'avantage dans le temps additionnel, mais au final la Croatie égalise dans le temps additionnel encore, mais le but est pas accordé parce qu'il y a un hors-jeu, parce qu'il y a un Croate qui touche le ballon, mais avec enfin, il touche à peine le ballon avec ses cheveux et ça annule le but. Donc les Croates ont crié au scandale à cause de ça. Et Cristiano qui élimine Modric. Alors on sait toujours pas s'il a pris sa retraite ou non. C'était les rumeurs avant la Coupe du Monde, mais là, pour l'instant, il a pas de club, Luka Modric. Mais voilà. Ensuite, voilà, j'en parlais tout à l'heure. L'Autriche, s'ils finissent deuxième du groupe, ils se tapent l'Espagne. Alors que si on regarde de l'autre côté à droite, l'Algérie en finissant troisième tombe contre la Suisse. Donc c'était, fallait mieux finir troisième dans ce groupe que deuxième. Mais bon, comme on peut le voir, là on avance un peu, mais les deux équipes se sont faites rouler dessus. Hop, hop, renvoyés à la maison. États-Unis continuent leur beau parcours, j'ai envie de dire, en dominant la Bosnie-Herzégovine. Et c'est à partir de là que les États-Unis ont cru qu'ils avaient une vraie équipe de foot et qu'il fallait compter avec eux pour la victoire finale. Lol. Et là, c'était l'une des surprises, des grosses surprises de cette Coupe du Monde. Euh, le Sénégal qui menait 2-0 tranquillement face à la Belgique. Et vraiment, il n'y avait aucun espoir côté belge. Puis au final, 86e, Lukaku marque. Et dans la foulée, le gardien sénégalais qui se trouve complètement et Tillmans qui égalise à la 89e.
Le match va en prolongation, mais là, tu vois que les Sénégalais, ils y sont plus et que la Belgique a l'ascendant. Mais il faut un penalty donné dans le temps additionnel de la prolongation pour que Tillmans sauve la Belgique, qui se qualifie 3-2 après prolongation. Et là, on se dit, miraculé. Mais là, surtout triste pour les Sénégalais parce que, à 5 minutes près, ils l'avaient cette qualification. Le Brésil-Japon, c'était un match de foot. Pas trop sur la défensive. Le Japon menait 1-0 à la mi-temps, mais au final, le Brésil s'est imposé avec en plus un but à la 95e pour sceller leur qualification. Je crains que le Japon soit un peu trop habitué aux défaites magnifiques. Hein, on repense au Belgique-Japon de 2018. Norvège-Côte d'Ivoire, ça c'était un match bien explosif sur le papier. Et au final, la Norvège a pris le dessus, 2-1, avec encore un but de l'inévitable Haaland. Mexique-Équateur, un peu surprenant de voir l'Équateur prendre 2 buts. Mais voilà, le Mexique, irrésistible sur ses terres, qui continue son chemin. Le Congo, qui a failli faire l'exploit face à l'Angleterre en ouvrant le score très très tôt et en tenant bien. Hein, ils n'ont pas mis le bus non plus, non, ils jouaient. Mais Harry Kane est sorti de sa boîte pour mettre un doublé. Dans un deuxième but superbe. Et malheureusement, le Congo est éliminé là-dessus. La... la fameuse malédiction de la 86e minute pour les pays africains. Euh, le... La Norvège a marqué son deuxième but à la 86e face à la Côte d'Ivoire. L'Angleterre a mis son deuxième but à la 86e face au Congo. Le Sénégal a encaissé son premier but face à la Belgique à la 86e. Donc ouais, cette malédiction. Argentine Cap Vert, qu'est-ce qu'ils ont sué, les Argentins. Au début, ça ouvre le score avec Messi. Bon, tranquille, c'est bon. Non, le Cap Vert égalise. Et l'Argentine n'arrive pas à mettre le deuxième. Ça va en prolongation. Mais l'Argentine ouvre le score très vite en prolongation. Donc on se dit, ça y est, c'est terminé. Et là, peut-être le. Allez, en vrai, c'est top 3 sans sourciller de mes buts préférés du mondial. Ce but du Cabral, bam, extérieur enfin, tout juste à l'entrée de la surface, mais vraiment à, à l'extrême. Enfin, être dans la surface, mais être le plus loin possible du but, c'est de là où il a tiré. Et au final, un but contre son camp du Cap Vert va permettre à l'Argentine de passer, mais 3-2 en prolongation face au Cap Vert, ça, on l'avait pas vu venir. Cap Vert, vraiment la surprise du mondial, même s'il s'arrête en 16e de finale. La surprise, hein, y avait un Dark Horse qui a fait ce qu'on lui a demandé. On en parlera tout à l'heure. Australie-Égypte, concrètement, ça c'était un match qui s'est joué très 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 tard, il me semble, ou très très tôt. J'ai vraiment pas de souvenir de ce match. Voilà, l'Égypte a gagné au tir au but. Bon. La Suisse-Algérie, voilà, l'Algérie s'est fait rouler dessus, la Suisse est passée tranquillement. Et Colombie-Ghana, qui a fait respecter la hiérarchie. Le Ghana qui se soit qualifié, c'était déjà pas mal pour eux. Mais voilà, il en fallait pas plus. Ensuite, les huitièmes de finale. France-Paraguay, ce n'était pas un match de foot, c'était un match de MMA avec un arbitre catastrophique qui a laissé passer tous les débordements paraguayens. On finit le match avec 3 cartons jaunes, le Paraguay aucun, alors que c'était un scandale. Heureusement qu'on arrive à avoir un penalty grâce à Désiré Doué et que Mbappé le transforme. Mais waouh, le match c'était probablement le plus marquant
pour la France dans cette Coupe du Monde. Mais pas pour les bonnes raisons. Ensuite, Canada-Maroc. Franchement, j'ai pas trop de souvenirs de ce match, mais voilà, 3-0. Merci Canada, félicitations pour être allé en huitième, mais au revoir. Portugal-Espagne, c'est un match très 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 fermé. Et Mikel Merino qui est sorti sa boîte pour qualifier l'Espagne à la 91e. Toujours pas de but encaissé pour l'Espagne. États-Unis-Belgique, l'un des matchs avec la plus grosse controverse de cette Coupe du Monde. Lors du match précédent des États-Unis face à la Bosnie, Balogun écope d'un rouge pour une faute qui valait clairement rouge. Mais Donald Trump s'est dit alors non, le football, il faut qu'il y ait les meilleurs joueurs contre les meilleurs joueurs. Et donc c'est une injustice que notre meilleur joueur des États-Unis ne puisse pas jouer contre les meilleurs joueurs de la Belgique. Du coup, il a pris son téléphone, il a appelé Infantino, il a dit non, 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 il faut que le carton rouge soit annulé. Alors que tu regardes dans les règlements de la FIFA, il n'y a rien qui permette d'annuler ce carton rouge. Et on a appris quelques temps après que du comité qui décide justement de lever les sanctions ou non, la commission de discipline, où ils sont 12, il y a une seule personne qui était mise au courant, et du coup, une seule personne qui a décidé d'annuler ce carton rouge. Autant dire que lui, il a un compte en banque qui a pop quelque part, et il y a une belle somme dessus. Et voilà, donc du coup, Balogun a joué ce match, mais voilà, la Belgique s'est insurgée. Et même si les États-Unis ont cru en égalisant à un partout, au final, la Belgique s'est débarrassée des États-Unis en se permettant même de se foutre un petit peu de leur gueule en faisant la danse YMCA de Trump lors du quatrième but. Brésil-Norvège, et voilà, le crash du pays 5 fois champion du monde. On le voyait depuis le début de la compétition que c'était pas un grand Brésil. Que franchement, sur le papier, Marquinhos Gabriel, ça a beau être l'une des meilleures paires centrales du monde. Ce que je pensais honnêtement avant la Coupe du Monde, au final, il y en a deux qui se sont montrés bien meilleurs dans le jeu. Là, elle a craqué face à un homme, Erling Haaland. Un doublé avant que le Brésil ne sauve l'honneur en offrant, enfin, que l'arbitre n'offre un penalty au Brésil, parce que pour moi, il y avait pas faute. C'est Neymar qui le transforme, mais bon, c'est pas parce qu'il a marqué un but que Neymar aura réussi son retour au Brésil. Il va tranquillement prendre sa retraite. Ce n'est plus un joueur de football. Au revoir, Ney Ney. Et donc la Norvège, voilà, la deuxième équipe de ce groupe I, celui de la France, qui se qualifie en quart de finale. Alors que le fameux groupe euh, Allemagne, Côte d'Ivoire et Équateur, voilà, ils sont même tous sortis en huitième, en 16e même. Mexique-Angleterre, un match avec une ambiance folle. J'ai pas regardé jusqu'au bout parce qu'il était vachement tard chez nous. Mais j'ai vu que la première mi-temps, j'ai vu l'Angleterre mener 2-0, j'ai fait bon, on va s'arrêter là. J'étais vraiment éclaté. Mais un carton rouge. Ah non, il y avait deux, hein, pardon. Un carton rouge pour l'Angleterre. Enfin, pour un joueur anglais, du coup, contre l'Angleterre. Et une fin de match très très passionnante, apparemment. Je ne l'ai pas vécu en direct. Mais l'Angleterre qui élimine le dernier pays hôte. Tous les pays hôtes qui sont sortis en huitième finale. Après, on sait la malédiction du Mexique en huitième de finale. Hein.
La dernière fois qu'ils y sont pas allés, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à sortir des groupes. Argentine-Égypte. Oh là 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 là, quel dommage. L'Égypte qui avait si bien joué le coup. Ils menaient 2-0 à la 75e. Avec même un but refusé pour une faute commise, allez, au moins 30 secondes à une minute avant le 10 but. La VAR est remontée. Et l'Argentine aussi est remontée. L'Égypte, comme le Sénégal, n'a pas su tenir. Et là, c'est encore pire parce que voilà, ils prennent 3 buts en l'espace d'un quart d'heure. Avec le Khalili avec ce but de Fernandez à la 92e. Et puis Suisse-Colombie, bah, on a franchement bien rempiché et la Suisse est passée au tir au but. Voilà. Rien de plus à dire. Quart de finale, premier gros test pour l'équipe de France. Mais au final, non. Elle a complètement étouffé le Maroc. 2 buts en l'espace de 6 minutes pour la France. Et la voilà en demi-finale pour la troisième fois consécutive. Espagne-Belgique, le premier but encaissé par l'Espagne dans ce mondial. Et Mikel Merino qui remet son costume de sauveur pour permettre à l'Espagne de s'imposer 2-1. La Norvège qui ouvre le score face à l'Angleterre, mais l'Angleterre qui est sauvée par un doublé de Bellingham, un en prolongation. Bellingham, grosse compète. Hein. Et l'Argentine qui, franchement, ils ont ouvert le score. Ensuite, la Suisse a dominé ce match, dominé, a fini par égaliser, mérité, mais malheureusement Mbolo se fait expulser pour un deuxième jaune pour simulation complètement idiot. Bon, il le reçoit après intervention de la VAR pour donner un jaune. Enfin, en fait, il y avait un jaune qui a été donné à un Argentin. La VAR a intervenu pour dire ah non, non, le jaune, c'est pas l'Argentin qui doit l'avoir, c'est le Suisse. C'est une chose qui est nouvelle depuis cette Coupe du Monde. Et le problème, c'est que Mbolo, bah, c'était son deuxième, donc expulsé. Mais malgré ça, la Suisse y a cru. Et franchement, ils sont allés. Ils ont poussé bien dans le retranchement. L'Argentine qui s'en sauve que grâce à un banger de Julian Alvarez en prolongation. Et Lautaro Martinez qui parachève le succès avec un but dans le temps additionnel de la prolongation pour éliminer pour de bon la Suisse. Et ça nous donne les demi-finales de rêve entre les 4 des 5 favoris avant la Coupe du Monde. De toute façon, tu pouvais pas avoir 5 pays en demi-finale de la Coupe du Monde. Il manquait que le Portugal et moi je disais que le Portugal, tant qu'il titulariserait Cristiano Ronaldo, il pourrait pas aller au bout. Ça s'est vérifié. Mais voilà, les 4 premiers du classement FIFA qui s'affrontent en demi-finale. Et malheureusement pour la France, c'est vraiment le match où nos illusions se sont brisées. Malheureusement, un match quasi copie conforme du match où on perd en demi-finale de l'Euro 2024 face à cette Espagne. On concède un penalty très 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 bête à concéder. Bien joué à Lamine Yamal pour l'obtenir. Hein. Ils ouvrent le score et là, vraiment, je n'ai pas reconnu l'équipe de France. Elle qui était la plus efficace dans le pressing sur toute la Coupe du Monde, là, a été vraiment mais coupée en deux, mais c'était caricatural. T'avais Chouameni qui était au niveau de nos défenseurs centraux et Rabiot qui était quasiment au niveau d'Olysée en milieu offensif. Genre vraiment, il y avait un no man's land
au milieu de terrain et c'était incompréhensible à voir. Et bon, on se prend un but, deuxième but parce que Saliba, notamment, sort sur blessure. Mais voilà, l'Espagne, bah, ça me fait chier parce que moi, j'y croyais vraiment à cette Coupe du Monde. Mais l'Espagne a été, enfin, comme il y a 2 ans, meilleure que nous. Elle aura su nous dominer, nous asphyxier. Et pendant que dans l'autre match, l'Angleterre dominait le match. Ils ouvrent le score. Mais à partir de là, ils commencent à laisser le ballon à l'Argentine, à reculer, 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 reculer. Thomas Tuchel, il fait des changements incompréhensibles. Il fait que de sortir des milieux ou des attaquants pour les défenseurs. Du coup, ça recule tellement que bah ils ont tout le temps de faire des frappes de loin. Enzo Fernandez égalise de cette manière. Et sur un centre alors que t'as 6 défenseurs centraux de métier à ce moment-là sur le terrain, ils arrivent à marquer de la tête de la part d'un gars qui fait pas 1m80. Donc voilà, l'Angleterre, pour moi, ce match-là, l'Angleterre l'a plus perdu que l'Argentine. Mais il faut bien reconnaître une chose de l'Argentine, c'est que elle ne lâche rien. C'est une finale, ils vont taper le Cap-Vert à prolongation. Bon, tu peux dire c'est le Cap-Vert, mais ils sont allés chercher leur qualification à prolongation. L'Égypte, ils sont menés 2 buts et ils parviennent à revenir et à gagner 3-2. Face à la Suisse, face à 10 Suisses qu'ils emmènent en prolongation, ils arrivent à gagner, mais ric-rac, vraiment. Alors, à la fois, il y a la résilience, mais à la fois, ils dominent clairement pas leur match. Et là, face à l'Angleterre, bon, l'Angleterre leur fait un cadeau, à reculer autant. Et donc, en finale, du coup, celles qui ont eu lieu le week-end dernier, je n'ai pas vu le match d'équipe de France et de l'Angleterre, mais comme vous pouvez le voir, ça n'a pas trop eu la volonté de défendre. Mbappé en a profité pour marquer un nouveau doublé, ce qui a fait de lui et le meilleur buteur de cette Coupe du Monde devant Messi, qui est resté muet en finale. Il y a eu 10 buts pour Mbappé, qui devient le 4e joueur de l'histoire à marquer 10 buts ou plus en Coupe du Monde, le premier depuis 70. Et surtout, cette course qui aura fait rage pour la Coupe du Monde, il finit au moins pour 4 ans, mais ça m'étonnerait que il soit rattrapé bientôt. Parce qu'il a un but. Enfin, finir ma phrase déjà. Il devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. 22 buts marqués en 22 matchs, je crois, en plus. Ce qui est stat aberrante. Bon, ça vaut pas les 13 buts de Juste Fontaine en 6 matchs, mais bon, les temps ont clairement changé. Pour reprendre ce que dit Kylian, le football il a changé. Donc 13 buts en 6 matchs, c'est clairement plus possible de nos jours. Mais ouais, 22 buts, il est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Messi est à 21, mais ça m'étonnerait que Messi revienne en 2030. On sait jamais, hein, mais en 2030, il y aura 43 ans. 43 ans, ça commence à faire beaucoup, hein. Et ensuite, Espagne-Argentine. Franchement, c'est probablement la pire finale de Coupe du Monde que j'ai vue de ma vie en direct. Parce que c'est. Il y a eu quoi? Il y a eu 2006, 2010, 2014 qui vont. Et du coup 2026 qui vont au moins en prolongation. Mais là, l'Argentine, avant d'arriver en prolongation, n'a pas tenté un tir. Et au final, c'est Ferran Torres qui libère l'Espagne, comme Iniesta avait libéré l'Espagne en 2010.
Et au-delà de l'antipathie que l'Argentine peut inspirer les Français depuis leur bah, d'une, leur manque de classe, et de deux, leur racisme décomplexé à l'égard de la France en 2018 et 2022. Là, c'était vraiment tout le monde contre l'Argentine. Même la, enfin, même les Français qui auraient pu avoir le seum que l'Espagne nous élimine, bah, on préférait voir l'Espagne gagner que cette Argentine-là, qui nous a vraiment fait une impression d'Atlético de Madrid, mais il y avait Messi avec eux. Vraiment, c'est France-Paraguay, c'était un cran au-dessus, mais franchement, Espagne-Argentine, c'était dans ce ton-là. Avec des Argentins qui n'étaient pas vraiment là pour jouer au football, hein. Et ça, c'est triste, hein, parce qu'ils ont des joueurs vraiment talentueux, hein. Ils ont le meilleur joueur de l'histoire du foot. Et pourtant, ils ont joué dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Paredes, je sais pas comment il fait pour ne pas être expulsé 3 fois en cette Coupe du Monde. Et voilà. Et pour terminer, alors, je vais parler de mon 11 de cette Coupe du Monde. Alors, quand on prend une telle compétition, je trouve que c'est impossible de mettre autre chose que les demi-finalistes dans ce 11-là. Parce que si tu vas pas en demi-finale, en fait, même si t'es le meilleur joueur du monde à ton poste, si t'arrives même pas en demi-finale, bah, c'est que ça mérite pas, quoi. Et donc, pour commencer mon 11, eh ben, je vais faire une exception à cette règle, mais pour une raison très simple. Le poste de gardien, il est très, très particulier. Et en fait, pour le coup, je me vois mal récompenser Unai Simon, qui, alors, si tu regardes les statistiques pures, euh, 8 matchs, un but encaissé. Donc c'est le meilleur gardien. Bah, pas vraiment, parce que l'Espagne est de loin l'équipe qui a concédé le moins de tirs en moyenne par 90 minutes. Et en fait, du coup, ce que ça veut dire, c'est pas que le gardien est excellent, c'est que la défense et la couverture défensive, globalement, est très bonne. Donc, moi, ce que je souhaite euh, relever là-dessus, c'est la performance d'un gardien pour ses arrêts et le fait qu'il puisse être décisif. Et même si, au final, le gardien que je vais citer n'est pas. Enfin, ils ont fait une séance de tir au but, mais il n'a pas été décisif dessus. Il a fait un nombre d'arrêts énorme dans cette Coupe du Monde. C'est le deuxième à avoir fait le plus d'arrêts. Non, je ne parle pas de Vozinha, hein. Très belle histoire et j'espère qu'il pourra signer un gros contrat. Mais pour moi, le meilleur, le gardien qui a fait la meilleure compétition, c'est Gregor Kobel, le gardien suisse. Vraiment, la Suisse ne serait pas allée en quart de finale si c'était un autre gardien que Gregor Kobel. Bon, un autre gardien aurait pu faire encore mieux peut-être, mais concrètement, très très grosse Coupe du Monde de Gregor Kobel. En fait, le truc c'est que si tu regardes Maignan, Henderson, Martinez et tout, bah au final, genre, ok, ils ont fait de bonnes Coupes du Monde, mais ils avaient clairement pas à sauver leur équipe, souvent. Faut regarder, mais à part, en plus, l'Argentine a encaissé plein de buts, mais je pense pas que ces gardiens. On prend pas en compte les clean sheets, hein. Les clean sheets, c'est un peu résultat oriented, hein. Mais ouais, pour moi, Kobel mérite d'être récompensé. C'est on peut faire le rapport, hein. En fait,
Sur 8 matchs, dire que c'est celui qui a le plus de clean sheet qui gagne, bon, je suis pas vraiment d'accord. Sur un championnat de 38 journées, un peu plus, par contre. En fait, il faudrait faire une sorte d'algorithme nombre d'arrêts, genre les expected arrêts. Je sais pas si c'est ça le nom de la stat. À peu près, tu vois. Par 90 minutes et plus le nombre de clean sheets fait, quoi. Un truc comme ça. Mais bon. De toute façon, vous avez le droit de pas être d'accord. Si vous voulez mettre Unai Simon, franchement, je comprends tout à fait. Mettre un autre, là, par contre, en fait, Maignan, je sais. J'aurais pu le mettre premier, mais je sais vraiment pas quelle était sa performance face à l'Angleterre. Je sais pas s'il est abandonné par sa défense ou vraiment il se trouve globalement. Et il faut le dire aussi que si je décide de pas le donner à Unai Simon, parce que sa défense était très bien, ce serait con de le donner à Maignan, alors que bah, la défense était aussi très bonne dans l'ensemble, hein. Euh, Latéraux, c'est très très simple. Cucurella, Porro. Depuis que Porro a été installé, c'est là où l'Espagne a commencé à vraiment bien tourner. Donc là, il y a franchement pas de débat. Les latéraux français. Digne fait une bonne Coupe du Monde, mais évidemment, son bilan est plombé par ce penalty concédé face à l'Espagne. Koundé, c'était pas le Koundé de 2024, malheureusement. Les latéraux anglais, bah, désolé, mais Rhys James, j'y crois toujours pas. À gauche, c'était quoi? C'était O'Reilly. Il y a eu du Kwanzaa et tout. Enfin, ça a tellement changé que c'est difficile de voir une vraie hiérarchie. Et Tagliafico et Molina, bon, non merci, hein. Tagliafico, il teigne ce joueur. Je pense que t'adores l'avoir dans ton équipe, mais qu'est-ce que c'est chiant de le voir en face. Et défense centrale, je suis désolé, mais je ne peux pas ne pas mettre Upamecano, qui fait une Coupe du Monde dingue. Et c'est pas une coïncidence si l'Angleterre mène 4-0 à la mi-temps et Upamecano n'est pas sur le terrain. Il est là en deuxième mi-temps. Non seulement il fait une passe décisive, mais en plus, on gagne cette mi-temps-là, entre guillemets. Donc, voilà. Euh, Ensuite, donc Upamecano, et ensuite de la charnière centrale espagnole, parce que clairement, c'était la meilleure. C'est peut-être mon côté chauvin, mais Upamecano, il a vraiment tellement tenu la baraque. Les rares fois où il y avait des occasions adverses, il était là pour vraiment annihiler l'attaque. Face à l'Espagne, bah, il peut rien sur le penalty concédé. Et sur le deuxième but, c'est plus la faute de la Croix qui monte trop sur un joueur que la faute de Upamecano. Donc franchement, c'est dur à dire parce que c'est deux postes diamétralement opposés, mais l'un des deux meilleurs joueurs français de cette Coupe du Monde. Indiscutable. Et vu que Upamecano, c'est plus un destructeur, dans le duo qu'il faisait avec Saliba, t'avais. Bon, même si Saliba était chaîné avec son dos, t'avais Upamecano le destructeur de 1v1 et Saliba le relanceur. Donc, du coup, c'est pour ça que je préfère lui allier le relanceur de l'Espagne en la présence de Aymeric Laporte, du coup le franco-espagnol, qui doit être sacrément heureux d'avoir choisi la sélection espagnole, hein. Pas, comme on dit en anglais, no hard feelings. S'il avait été avec nous, c'est bon, j'aurais largement préféré à Lucas Hernandez, qui n'est, j'ai l'impression, plus vraiment un joueur de foot de top niveau. Mais
Aymeric Laporte, il aurait été quoi? Il aurait... S'il aurait été derrière Maxence Lacroix, peut-être. Hein. Mais franchement, il essaie de représenter l'Espagne, grand bien lui fasse. J'ai articulé l'équipe, vous verrez ça en 4-2-2-2, mais je les ai placés comme ça parce que il y a des joueurs qui jouent globalement au même poste. Et plutôt que juste dire ah bah tiens, je le mets là-bas, je fais bon, allez. J'ai juste séparé en milieu défensif, milieu offensif et attaquant. Même si bon, ça pourra encore discuter sur mais lui, c'est pas vraiment attaquant. Mais le terrain, bah, Rodri, hein. Il fait une saison vraiment pas dingue avec City. Et là, pourtant, cette Coupe du Monde, bah, on peut dire que cette saison, pas blanche non plus, hein, mais ça lui a bien servi dans cette Coupe du Monde. Je referai pas le Ballon d'Or non plus, mais grosse Coupe du Monde. Le... face à la France, le tempo, il a magnifiquement géré. Et dans ce double pivot, j'ai hésité. Mais au final, j'ai mis Jordan. Non, pas Jordan. Anderson, putain, c'est quoi son prénom déjà? J'ai oublié le prénom d'Anderson de l'Angleterre. Qui, au contraire de Rice, qui avait l'air un peu cramé dans les fins de match, bah vraiment, si on avait lui en équipe de France, bah on s'en porterait mieux. Hein. Sur cette Coupe du Monde, en tout cas, c'était un Chouini plus. J'aurais pu mettre Rabiot. J'aurais pu mettre Enzo Fernandez, mais moi j'aime pas Enzo Fernandez. J'aurais pu mettre McAllister, mais je pense qu'Anderson, faut faut saluer Tourelle pour l'installer alors qu'il est que titulaire à Nottingham Forest. Maintenant, enfin, là, j'ai le futur duo de City, si Rodri reste. Mais vu qu'ils ont un profil assez similaire, je pense que c'est surtout le successeur de Rodri à City, Anderson. Milieu offensif, c'est très dur parce que d'un côté, en fait, il y en a trois qui se détachent clairement du lot. Quatre si vous considérez ce joueur en tant que milieu offensif. Enfin, milieu offensif slash ailier. Hein. Michael Olise, meilleur passeur de l'histoire sur une édition de Coupe du Monde avec 7 passes décisives. Pelé avait établi le record avec 6. Et Jude Bellingham, 7 buts marqués, le plus pour un joueur anglais de l'histoire sur une Coupe du Monde aussi. Et je comprends totalement que l'on change l'un des deux pour Dani Olmo, qui a vraiment fait une excellente Coupe du Monde. Mais quand tu es milieu offensif, tu es aussi regardé par le prisme des stats. Et Dani Olmo, bah forcément, il fait moins bien que 7 passes décisives et ou 7 buts. Mais, voilà, je le dis encore, vous le mettez face à l'un des deux, je fais une petite grimace, mais je peux pas dire non, tu dis n'importe quoi. C'est pas mes choix, mais je comprends. Et en attaque, j'ai un duo très simple. Je décide de pas trop me faire chier. C'est le duo qui a marqué le plus de buts cette Coupe du Monde. Messi, 8 buts, 4 passes décisives, finale perdue. Mbappé, 10 buts, 4 passes décisives, petite finale perdue. Mais quand tu veux des attaquants, bah tu veux les meilleurs buteurs. Rien de plus. Euh, Mention honorable évidemment Erling Haaland, 7 buts, alors qu'il termine en quart de finale et qu'il n'a pas joué contre la France. Donc il me semble que pour lui c'est 7 buts en 6 matchs. Non, 5 matchs. 5 matchs même. Donc bravo. Bon, Mbappé fait mieux avec 10 buts en 8 matchs, mais bravo. Lamine Yamal, je ne le considère vraiment pas dans ce 11. Je sais que ça peut faire réagir, mais en fait, il a
J'ai vu le trait de quelqu'un qui disait que l'Espagne n'aurait sans doute pas été champion du monde sans Yamal. Je suis pas d'accord avec cet avis, mais son argumentaire c'était que, en fait, il attire tellement de défenseurs adverses que bah ça, ça, ça crée l'espace pour le merveilleux jeu collectif de l'Espagne. Oui, attends, du coup, je peux vous le montrer là. Alors oui, Bellingham, c'est pas vraiment un milieu offensif gauche, bref. Une question pour montrer quoi. Et voilà ce bilan en Coupe du Monde. Euh, Ça fait un peu chier de le dire, mais l'Espagne est un très beau champion du monde, hein. Quand on s'est fait dominer comme rarement on a été dominé, que ce soit dans ces Coupes du Monde ou récemment. Mais voilà, ils nous rejoignent en tant que double champion du monde, comme la France, comme l'Uruguay. La page d'Didier Deschamps se tourne. Euh, j'ai prévu une vidéo dessus dans quelques jours, le temps que je termine mon dossier Didier Deschamps à tête de l'équipe de France. Mais ce que je vais dire globalement de la France sur cette Coupe du Monde, bah franchement rien à redire jusqu'en demi-finale. Et demi-finale, titularisation de Chouameni qui revient de blessure alors que Manu Koné était en pleine bourre et je pense qu'il aurait fait des dégâts à ce milieu de terrain. Euh, Trop d'attentisme, le fait qu'on soit coupé en deux et que c'est pas été réglé, alors que l'Argentine a essayé en finale. L'Argentine, ils ont changé leur système pour remettre des gens au milieu. Ça n'a pas fonctionné in fine, mais ils ont essayé. Didier, ça aurait été poste pour poste. Alors c'est très facile à dire maintenant que c'est passé, mais moi j'ai pas envie de le dire parce que c'était cette dernière Coupe du Monde et il a enfin renié un peu ses principes et aligné l'équipe de France offensive. Et avant la Coupe du Monde, moi je disais même, faut mettre Mbappé à gauche, faut mettre Dembélé en pointe, tu mets Doué ou Barcola à droite et tout. Euh, Au final, Mbappé fait une compétition incroyable en pointe. Dembélé fait statistiquement une bonne Coupe du Monde, mais au final un peu au détriment de qu'est-ce qu'il aurait pu être. Il aurait pu être encore mieux, à mon sens. Défense centrale, Upamecano, enfin, même le trident de l'arrière, Maignan, Upamecano, Saliba, je pense qu'on n'a vraiment pas besoin d'y toucher. Zidane, quand il va arriver, de toute façon, je pense qu'il touchera rien. Mbappé sera capitaine. Ce trident défensif-là, il va rester. Je vois pas pourquoi ça changerait. Euh, Koundé, j'espère vraiment qu'il va retrouver sa forme de 2024. Et là, même, j'ai pas compris comment il est utilisé. Parce que très souvent, il prenait l'intervalle droit, mais ça dédoublait pas avec Dembélé. Ça lui donnait le ballon, mais pas pour construire quelque chose, c'était plus pour se débarrasser du ballon. À gauche, Dean, c'était globalement bien que de le titulariser plutôt que Théo, parce que Théo, on a vite vu que oula, ça va être compliqué. Bonne rentrée de Théo face à l'Espagne notamment, mais je pense pas que ça aurait changé grand-chose. C'est c'est très facile de dire oh non mais il fallait pas mettre Dean face à Yamal et machin chouette. Oui c'est malheureux, mais c'est pas juste sur cette faute qu'il faut résumer le mondial de Digne. Par contre, ce que j'ai pas aimé de sa part aussi à Lucas, c'est beaucoup de centres
Alors qu'on n'a pas vraiment de joueur de projection pour reprendre de la tête. Enfin, on a Mateta, on a Marcus Thuram, mais dans le 11 que Didier Deschamps a aligné, bah, on n'en a pas. Milieu de terrain, je trouve ça dommage de ne pas finir la compétition avec Manu Koné plutôt que Chouamini. Euh, mais je pense quand même que Zidane va assurer la place de Chouamini dans le 11. Rabiot, je sais pas, je pense que oui, mais je suis pas sûr. Koné, il faut impérativement le revoir. Pourquoi avoir repris Kanté si c'est pour le faire jouer 0 minutes? Je me pose la question. Pour moi, le mini-débat sur les minutes de Warren Emery, c'est un non-sens. Il y a une hiérarchie. Ok, il fait les bonnes rentrées, mais c'est pas suffisant pour des bonnes petites rentrées, mais rien décisif, quoi. C'est pas suffisant pour être propulsé titulaire. Et offensivement, je pense que Doué était mieux pour démarrer face à l'Espagne. Et ensuite Barcola. Ça a été l'inverse. Bon, dommage. Olysée qui a complètement disparu, qui était aussi trop sur le terrain face à l'Espagne, je trouvais. Mais sinon, grosse compète. Même si ça a été effectivement un peu plus dur face au Maroc et face à l'Espagne. Dembélé, franchement, il s'en sort bien avec quoi 5 ou 6 buts, alors qu'il est cantonné à un rôle qu'il n'aime plus. Et on l'a pas vu franchement rechigner. Donc bravo à lui. J'ai bien aimé l'alternance Doué-Barcola. Cherki est rentré, c'était pas bon. Ça me fait penser à Fekir en 2018. Il rentre, mais jamais décisif. Mais je pense que Zidane va continuer avec Cherki. Et j'aurais bien aimé un petit peu plus de minutes pour Mateta, je pense. C'est dommage qu'on emmène Thuram qui au final joue aucune minute parce qu'il était tout le temps blessé. Mais ouais. Voilà, c'est tout pour ma vidéo sur le bilan de la Coupe du Monde 2026. Et même bilan de cette saison 2025-2026. On a fait un bilan des 5 grands championnats. On n'a pas fait un bilan de la Ligue des Champions au final avec mon ami Julien. Mais c'est la fin de, rendez-vous compte, de 358 matchs regardés pour ma part cette année. Avec au moins une mi-temps regardée, hein, parce que bon, 358, sachant que la saison elle a commencé quoi le 15 août et elle a terminé le 19 juillet. Donc ouais, 11 mois de compétition. Ça veut dire là en moyenne plus d'un but, enfin plus d'un match regardé par jour. Sachant que vous savez très bien que les matchs, il n'y en a pas tous les soirs de la semaine. Donc voilà, les week-ends et les soirées, notamment de Ligue des Champions, ont été chargés. Mais moi j'ai bien aimé. Le Ballon d'Or, ce qui est bien, c'est que il y a rien d'acquis. Euh, on verra bien. Je pense pas que le Rodri le mérite. Si on regarde juste l'individuel, bah pour moi il n'y a pas de débat, c'est Mbappé qui doit gagner. Meilleur buteur de Liga, meilleur buteur de Ligue des Champions, meilleur buteur de Coupe du Monde. Mais gagner le Ballon d'Or en ne gagnant rien en trophée collectif, c'est bon, ce qui est un comble pour un trophée individuel, mais ça, dans l'histoire récente, ça c'est très rarement vu. Voilà, on verra bien. Merci d'avoir suivi
ce podcast. On se retrouve bientôt, je pense plutôt la semaine prochaine, pour, euh, pour le grand bilan du mandat Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Ça fait des années que je travaille dessus et je suis content de pouvoir en faire quelque chose. Je sais pas trop comment je vais le présenter, mais je suis content de pouvoir en parler et lui rendre hommage parce qu'il le mérite largement. C'est Védrixin. Merci à tous et à bientôt sur les internets.